Bonjour, je m'appelle Julie Artis, je suis Chief Happiness Officer et facilitatrice en bien-être au travail. J'ai lancé ce podcast dans le seul et unique but de vous aider à devenir acteur du bien-être au travail. Au travers des épisodes, je vous partage ma vision, des conseils pratiques, des expériences pour vivre le travail de façon plus positive. Je vous emmène aussi à la rencontre de personnes qui ont décidé de faire du bien-être au travail leur mission au quotidien. Elles vous partageront leurs clés pour créer un monde du travail plus humain. Enfin, Génération CHO, c'est aussi un podcast qui vous permettra de découvrir le passionnant métier qu'est celui de Chief Happiness Officer, bien loin des clichés du bonheur au travail que l'on voit souvent dans les médias. Génération CHO, c'est un podcast que je publie tous les mardis et vous retrouverez toutes les notes de l'épisode sur mon site julieartis.com. Pensez à vous abonner pour ne pas rater les nouveaux épisodes. Et si vous venez juste de me rejoindre, alors bienvenue! Je vous invite à écouter l'épisode 0 où je me présente un peu plus en détail. Dans ce podcast, mon but est vraiment de vous donner de l'énergie et vous inspirer à passer à l'action. Alors, prêt à faire partie de la génération de ceux qui choisissent le bonheur au travail ? Installez-vous confortablement pour l'épisode du jour, c'est parti ! Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode du podcast Génération CHO. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir avec moi non pas une invitée, mais deux invités, Salomé Brunet et Sarah Philippe. Bonjour Salomé et Sarah. Bonjour. Alors Salomé, respectivement, donc toi tu es responsable de la communication chez Enactus France et Sarah, toi tu es responsable partenariat événementiel chez Enactus France aussi. Je suis ravie de vous avoir à nouveau sur le podcast puisqu'on a eu l'occasion de faire un épisode ensemble il y a un peu plus d'un an déjà. D'ailleurs, pour ceux qui nous écoutent, vous pouvez retrouver l'épisode bien entendu sur toutes les plateformes d'écoute de podcast. C'est l'épisode numéro 41 et on avait échangé toutes les trois ensemble sur le Chief Happiness Officer et notamment sur le fait que vous aviez la spécificité d'être tous les deux co-Chief Happiness Officer et on avait évoqué un petit peu toute cette dynamique, comment vous l'aviez lancée, comment tout ça s'était mis en place. Et je suis très heureuse de vous retrouver quasiment un an plus tard pour un petit peu faire le bilan et voilà, discuter ensemble de tout ce que vous avez traversé, qui a été plus ou moins simple. Et la crise sanitaire, elle nous a tous chamboulés. Et sur la dynamique de la qualité du vie au travail, je pense que vous serez d'accord pour dire que ça a été un vrai challenge pour continuer à mettre des actions en place, pour continuer à créer de la cohésion, faire vivre la culture de l'entreprise, etc. Alors peut-être avant de commencer, est-ce que vous pourriez nous présenter rapidement peut-être Enactus plus en détail, puisque c'est quand même une organisation qui a des valeurs humaines assez fortes dans son activité et donc qui a une culture quand même plutôt ouverte sur tous ces sujets de l'épanouissement collaborateur. Est-ce qu'une de vous deux pouvez présenter un peu Enactus en quelques mots ? Oui, si tu veux, Sarah, je me lance. Donc, en fait, Enactus, on est une entreprise sociale, à la fois une association et à la fois une SASU, où on accompagne des lycéens, des étudiants et des organisations à développer leurs compétences et à se reconnecter à leurs aspirations profondes. Et notamment à travers des programmes différents en fonction des bénéficiaires qu'on a, qui leur permettent en fait d'expérimenter l'entrepreneuriat social ou l'intrapreneuriat social, parce qu'on est convaincu que chacun a la capacité de devenir acteur de changement et de construire un monde plus juste, plus inclusif et plus durable. En reprenant confiance en lui, en développant ses compétences, ses savoir-être, ses savoir-faire. Et donc, il y a une dimension quand même humaine. Enfin, vous portez vraiment ces valeurs humaines de façon assez forte et même plutôt fièrement. Et je trouve que ce que vous avez mis en place évoque bien du coup cette démarche d'être dans l'humain, dans l'action, dans tout le fait de finalement avoir des relations harmonieuses et faire vivre l'humain au cœur de son activité. Lors de l'épisode qu'on avait fait ensemble, du coup, vous aviez évoqué un petit peu cette dynamique
de se lancer dans le sujet du Chief Happiness Officer. Et moi, je suis contente du coup de vous donner la parole à nouveau sur ce podcast puisque vous le savez, pour ceux qui nous écoutent, donc j'ai vraiment à cœur de donner des clés à ceux qui veulent passer à l'action pour semer ces graines de bien-être au travail. Et donc, j'interviewe des experts du sujet, mais aussi des personnes qui sont salariés, des collaborateurs qui, à leur niveau, ont quand même tenté de faire des petites choses, même si parfois on se sent aussi limité, quand la direction ne nous soutient pas forcément, etc. Mais en tout cas, il est possible de faire plein de petites choses. Est-ce que déjà, vous pouvez un peu nous revenir sur cette genèse et l'envie que vous avez eue de vous intéresser à ce sujet du Chief Happiness Officer et le proposer en interne chez Enactus? Oui, complètement. En fait, avec Salomé, on est arrivé à peu près en même temps chez Enactus, donc c'est vraiment un projet qu'on mène à deux et qu'on a un peu initié toutes les deux au même moment, qui est venu assez naturellement du fait qu'on était toutes les deux personnellement intéressées par le sujet. Chez Enactus, il y avait déjà il y avait déjà des choses qui étaient mises en place par une ancienne salariée et quand elle est partie pour de nouvelles aventures, elle portait beaucoup la dynamique et on s'est beaucoup dit avec Salomé, ce serait dommage quand même que lié à son départ, il n'y ait plus rien qui se fasse. Donc allez, on va reprendre le sujet, on s'y intéresse personnellement, on n'est pas forcément formé sur le sujet, mais on a envie de faire des choses, donc on va se lancer et puis on va essayer de faire des choses et de se former et de voir avec l'équipe ce qu'on peut proposer en termes de bien-être. Et donc ça a vraiment commencé comme ça, toutes les deux, à se dire on peut pas laisser ce sujet de côté parce que ça nous semble trop important. Et c'est vrai que moi personnellement, je me dis que on n'a qu'une seule vie en fait. On n'a pas une vie pro, on n'a pas une vie perso, on a une seule vie avec plusieurs sphères. Et ça m'a toujours semblé vraiment très compliqué de déconnecter ces deux sphères-là. Et ça me semblait assez évident que j'avais envie d'agir sur ce sujet-là, du bien-être, de la qualité de vie au travail, et que ça me semblait assez important de le garder. Donc c'est un peu parti de là. Et puis, dans l'épisode qu'on avait fait ensemble, vous aviez partagé quelques idées d'action, notamment, je me rappelle, en début d'année, vous aviez l'habitude de proposer un temps introspectif pour s'assurer que, pour inviter les collaborateurs à se replonger dans les valeurs, se réaligner avec les objectifs personnels et professionnels. Et d'ailleurs, c'était hyper intéressant parce qu'on se rend compte que l'aspect développement personnel interfère et est hyper important pour s'épanouir professionnellement. Vous aviez aussi évoqué la to-do list, alors DOUX, pardon, qui était du coup une série d'actions que vous proposiez chaque mois pour se sentir mieux dans son travail. Est-ce que du coup, donc ces 12 derniers mois, là, depuis le début de la crise sanitaire et tout ce qu'on a traversé, comment ça s'est passé? Comment vous avez continué à mener des actions en tant que Chief Happiness Officer? On a déjà poursuivi certaines actions qu'on avait mis en place. Notamment, on a mis en place une newsletter qui s'appelle la C'est beau, c'est chaud. Chaud, CHO. Une fois par mois depuis maintenant 2 ans, bientôt. Donc, on a continué à la faire même pendant les confinements, couvre-feu, télétravail, etc. Et ça, c'était super important aussi pour reconnecter l'équipe à certains sujets, centrés aussi sur eux et à la fois individuellement et à la fois collectivement. Et puis, on l'a fait un peu évoluer depuis septembre, cette newsletter où en fait, on propose des sujets une fois par mois, du coup, toujours dans cette news, où pour approfondir le sujet, on propose aussi un temps d'échange le mois d'après sur cette même thématique, où les membres de l'équipe peuvent venir, c'est pas du tout obligatoire, mais ils peuvent venir et échanger, que ce soit leurs bonnes pratiques comme leurs échecs. Il y a zéro... on n'est pas obligé de partager que les bonnes pratiques, au contraire, et c'est vraiment de l'échange... à la fois pour reconnecter les personnes entre elles, interrégions, parce qu'on est sur plusieurs régions chez Enactus, et à la fois au sujet en question, quoi. Et la newsletter, donc, vous proposez d'aborder à chaque fois une thématique spécifique chaque mois, c'est ça? Sur un sujet. Ça, en fait, on a plusieurs rubriques dans cette newsletter et notamment on a un peu, on va dire, le gros sujet, le gros article de la newsletter sur lequel on fait une thématique. Dans les dernières, on a eu par exemple quelque chose autour de comment est-ce qu'on fait pour bien gérer tous ces mails, toutes ces informations qui nous arrivent, d'autant plus en télétravail avec le digital quand on n'a plus trop d'échanges,
informel avec ses collègues. Comment est-ce qu'on fait pour gérer tout ça? Et puis un peu cette idée du multitasking derrière. Donc c'était le sujet de la newsletter et on a fait un atelier après derrière. On a eu un sujet autour de gérer ses échecs. Comment est-ce qu'on fait pour surmonter des échecs, à la fois pro et perso, hein, c'est assez ouvert. Et de la même façon, un atelier derrière qui a été proposé pour échanger ça sur un format un peu de fail café. Et donc c'est vraiment l'objectif. Voilà. Après, on a dans la newsletter des pratiques aussi, des partages de bonnes pratiques d'autres personnes de l'équipe qui peuvent nous dire ce qu'elles ont pensé. On a des petits formats aussi avec des informations importantes, plus ou moins administratives pour l'équipe, mais ça peut aller de la liste des anniversaires aux horaires justement de travail pour que tout le monde les ait aussi en tête, puisque en télétravail parfois c'est un peu compliqué de centrer un peu sur les horaires, mes horaires, vie pro, vie perso, l'équilibre toujours. Donc on a plusieurs rubriques et donc on a continué à faire ça. Et c'est vrai que tu disais par rapport à la crise, je me souviens très bien avec Salomé, la première newsletter qu'on a envoyée pendant le confinement, qu'on a envoyée juste, je pense, 2-3 jours après l'annonce du confinement, où on s'était retrouvés toutes les deux en disant mais là, il faut absolument qu'on fasse quelque chose parce qu'il y a un truc énorme qui vient de nous tomber dessus. Très peu de personnes s'y attendaient et ça va vraiment changer nos modes de travail. Et je me souviens très bien de travailler sur cette newsletter avec Salomé en se disant il faut qu'on trouve quelque chose pour que l'équipe sente qu'il y a aussi une attention particulière au bien-être qui va être donnée dans cette période et qu'on va pas tout lâcher parce que il se passe quelque chose un peu d'exceptionnel. Et justement, cette période-là, depuis 12 mois, là, tout ce qu'on traverse, vous, à titre personnel, comment vous le vivez? Est-ce que ça a changé votre rapport au travail? Bonne question. Oui, alors moi, la première période de confinement, elle a été compliquée parce que, en fait, en plus du rôle de coach Chief Happiness Officer, on a aussi un rôle autre dans la boîte. Donc, moi, c'était responsable communication toujours. Et en fait, d'un coup, on s'est vu, on s'est retrouvé à réadapter notre travail à la situation. On avait un événement normalement en présentiel qui se passait fin mai. Et en un mois, on a dû entièrement le revoir en digital. On n'a pas eu le choix. Et c'est vrai que du coup, ça a aussi déséquilibré, moi, personnellement, certains aspects en fait, de mon travail. Et donc, en fait, à la fin du premier confinement, je me suis rendu compte qu'il fallait que je retrouve cet équilibre parce que le télétravail complique en fait l'équilibre vie pro vie perso. On ne sait plus trop où il y a des limites. Pour les parents, c'est peut-être les enfants qui rappellent à la limite les heures de faim parce qu'il faut manger. Mais quand on n'a pas d'enfants, en fait, il y a zéro limite. On peut travailler jusqu'à tard, quoi. Et donc, c'est comment on retrouve tout ça et en fait, comment on s'applique. Enfin, moi, je l'ai vraiment senti comme ça. Comment on s'applique les conseils qu'on donne au reste de l'équipe, à nous-mêmes aussi. Et donc, en fait, de travailler sur ces sujets, ça nous permettait aussi beaucoup justement de travailler en même temps sur nous-mêmes, en fait, en tant qu'individu. Enfin, moi, je l'ai ressenti vachement comme ça. En tant qu'individu, en tant que salarié de l'entreprise, comment on fait pour s'habituer à cette nouvelle situation. Donc, ça a changé pas mal de choses, cette configuration de travail. Sarah, pour toi, est-ce qu'il y a eu un déclic par rapport au travail, aux façons de s'organiser, de vivre le travail? Comme Salomé, j'ai pas mal partagé aussi cette idée de trouver l'équilibre en fait entre sa vie pro, sa vie perso, quand les frontières étaient un peu brouillées puisque tout se passait dans le même lieu, dans le même espace. En plus, moi j'avais la particularité d'être confinée dans un petit appartement à Paris, donc vraiment l'espace était très limité et les frontières étaient très brouillées entre mon lit et mon bureau, 2 mètres d'écart, donc c'était assez compliqué au début de se mettre en place forcément une routine et puis d'arriver à trouver cet équilibre, d'autant plus dans une situation qui était hyper exceptionnelle et on ne savait pas trop ce qui allait se passer. Enfin, il y avait quand même un contexte un peu angoissant aussi qui allait avec cette mise en place de ce télétravail-là. Après, effectivement, moi je trouve que là, depuis 12 mois, il y a quand même une grosse remise en question de nos modes de travail, nos modes de fonctionnement. Dans la société en général, je trouve que c'est vraiment ça ressort beaucoup et donc oui, c'est des questionnements qui infusent aussi beaucoup notre façon de réfléchir au bien-être au travail, qu'est-ce que c'est nos modes de fonctionnement.
le travail en équipe, la collaboration en équipe. Et, et c'est vrai que je me disais récemment, en décembre 2019 à Paris, il y avait des grèves. Et à ce moment-là, donc il y avait des membres de l'équipe Enactus qui pouvaient pas forcément aller au bureau très facilement. Donc on s'était retrouvés à faire des réunions un peu, enfin de faire du télétravail de fait un peu forcé. Et à cette époque-là, le mode de télétravail était tellement différent qu'on se retrouvait quand même à faire beaucoup d'efforts physiques, entre guillemets, pour aller faire des réunions en physique, en présentiel avec des personnes dans Paris. Je me souviens avoir marché pour voilà, retrouver des personnes pour faire notre réunion ensemble. Et finalement, 3 mois plus tard, en mars 2020, on s'est retrouvés confinés en télétravail à tout faire par visio. Et maintenant, en fait, ça nous paraîtrait presque absurde en décembre 2019 d'aller marcher pour retrouver des personnes en présentiel alors qu'on pourrait faire une réunion très simplement en visioconférence. Après, évidemment, il y a des moments où c'est très bien de se retrouver ensemble, hein, et on en a besoin aussi de plus en plus, et on sent la lassitude vis-à-vis du tout visio, mais je pense qu'il y a quand même des choses qui vont nous rester en termes de voilà d'importance ou pas, et de vraiment qualifier, est-ce que j'ai besoin d'être avec les personnes en ce moment, est-ce que ça va vraiment apporter quelque chose à mon travail, ou est-ce qu'au contraire je peux être plus efficiente en faisant telle ou telle réunion peut-être d'information en visioconférence, versus les moments où j'ai vraiment besoin de me connecter à mon équipe, et qui sont tout aussi importants, mais peut-être une meilleure qualification de ces deux types-là. Ouais, complètement. Je pense que la crise a eu cet effet positif d'accélérer la mise en place du télétravail, de démocratiser un peu cette pratique, et surtout de nous rendre compte peut-être qu'on n'avait pas forcément d'être sur notre environnement de travail physique pour faire aussi bien notre travail, et que peut-être c'était un équilibre qui était vraiment gagnant-gagnant pour les collaborateurs et l'entreprise, que parfois peut alterner entre télétravail et situation à la travail en entreprise. Du coup, c'est ce que vous faites en ce moment, hein. Vous alternez un petit peu maintenant. C'est un peu les modèles de travail hybride qu'on va retrouver de plus en plus de toute façon. Ouais, on alterne. Alors, on essaye de revenir 1 ou 2 jours par semaine au bureau, notamment pour des réunions importantes ou des moments un peu clés pour la boîte, ou pour des temps forts d'équipe, tout en respectant les gestes barrières à appliquer, bien évidemment. Et le reste, on le fait en télétravail. Et même en télétravail, en fait, on innove beaucoup aussi sur nos façons de collaborer en équipe. Voilà, on teste plein d'outils aussi pour se créer des moments d'équipe, travailler en équipe autour d'un même sujet. On explore beaucoup d'outils. Il y a une partie de l'équipe qui adore ça en plus. Donc, du coup, ça aide. Ils viennent toujours avec des nouvelles idées, des nouveaux sujets, des nouveaux outils à tester. Et donc, en fait, on est les premiers testeurs avant même nos bénéficiaires, pour après les partager à d'autres. Donc ça, c'est plutôt chouette. Et ça renforce aussi beaucoup la dynamique collective, même en télétravail. Et alors justement, est-ce qu'il y a des choses qui ont été ritualisées dans les actions à distance qui, au-delà de la newsletter, par exemple, dont vous avez parlé, il y a des actions que vous avez réussi à ritualiser qui sont entrées maintenant dans les mœurs et la culture d'Enactus, et qui permettent de continuer à engager les gens, à créer de la cohésion, etc. Eh bien, je pense que dans l'épisode précédent, on avait dû parler de nos journées d'équipe, Team Day en équipe globale, et des Team Day plutôt régionaux en équipe régionale. Ça, c'est des choses qu'on fait toujours et qu'on a réussi à garder. Bon, alors parfois en digitalisant, évidemment, hein, c'était pas toujours possible en physique. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose qu'on a réussi à garder, et je pense qu'on est assez fiers aussi en tant qu'organisation d'avoir réussi à garder ces temps-là, même en digital, pour se retrouver, pour parler des sujets, que ce soit vraiment des sujets professionnels pour la stratégie, ou des sujets plus informels, vraiment de connexion entre membres de l'équipe en télétravail. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qui est ritualisé, qui est dans nos pratiques, et qu'on continue à faire, même sur des sujets de formation, puisqu'on accueille chaque année des stagiaires, des volontaires en service civique, et donc des sujets de formation pour eux qui sont importants à leur transmettre. C'est toujours des choses qu'on fait, donc ça, c'est des bons rituels. Est-ce que votre vision du Chief Happiness Officer, elle a évolué depuis ces 12 derniers mois? Est-ce que d'ailleurs vous vous présentez au sein d'Enactus en tant que Chief Happiness Officer? C'est une terminologie que vous utilisez?
Ouais, on se présente toujours en tant que co-chief happiness officer, jamais en tant que chief happiness officer, parce que la notion de collectif, elle est super importante pour Sarah comme pour moi. On s'est lancées toutes les deux et on continue à travailler toutes les deux sur le sujet et ça aide énormément d'être deux. Et du coup, ouais, on se présente comme les co-chief happiness officers. On est bien identifié dans l'organisation comme ça. Mais ça n'empêche pas que les autres personnes de l'équipe s'impliquent aussi sur le sujet. Ils nous proposent ils nous proposent aussi leurs envies, leurs besoins, leurs sujets un peu clés du moment, là où ils ont des difficultés ou des facilités qu'ils ont envie de partager. Et du coup, en fait, on les intègre aussi à cette ce collectif. Et donc, en fait, le co, il représente à la fois Sarah et moi parce qu'on a le titre, on va dire, mais en même temps, il représente toute l'équipe. Parce que chacun peut être Chief Happiness Officer à son échelle et ça, c'est chouette. Nous, on porte la dynamique. Et après, sur ta question, est-ce qu'il y a eu des évolutions sur le Chief Happiness Officer? C'est ce qu'on se disait avec Sarah. En fait, il y a eu une prise de conscience. Je trouve que en fait, le Chief Happiness Officer fait pleinement partie de l'entreprise au niveau stratégique. C'est stratégique, en fait, le bien-être des salariés ou des dirigeants, peu importe, parce que ça accentue, ouais, enfin voilà, ça aide aussi beaucoup, en fait, à construire une organisation, à développer ses actions, parce que c'est les salariés et les dirigeants qui développent les actions. Donc, en fait, le bien-être, il est au cœur de la stratégie et je pense que ça l'a mis en lumière, en fait, la crise sanitaire. C'est hyper intéressant, Salomé, ce que tu dis sur le fait d'avoir réussi à intégrer les gens finalement dans une démarche et se rendre compte que le bien-être au travail, c'est effectivement pas porté par une seule personne, mais que c'est vraiment un enjeu, une démarche qui est collective. Est-ce qu'au départ, du coup, ça a été dur de prendre les gens avec vous et aujourd'hui, enfin, je trouve que c'est même un succès d'arriver à voir que peut-être vos équipes vous partagent des propositions, vous partagent vos envies. Enfin, je trouve que c'est le Graal du coup quand on a mis en place la démarche QVT. Est-ce qu'au début, vous avez galéré, vous avez un peu sorti les rames pour commencer à sensibiliser sur ce sujet? Je trouve qu'on n'a pas sorti vraiment de rame. L'équipe de base chez Inactus, enfin, voilà, on a quand même des valeurs de coopération, de bienveillance, qui sont de plaisir au travail, d'engagement, qui sont très importants, qui sont bien partagés par toute l'équipe. Donc c'est vrai on n'a jamais eu besoin de vraiment sortir les rames. Ouais. Au début, on était moins identifiés. Quand on a commencé, forcément, on tâtonnait aussi. On était en propre formation avec Salomé. On essayait vraiment de faire des choses, voilà, au fur et à mesure, comme on le sentait, en fonction de ce qu'on sentait dans l'équipe. Donc, au début, c'était vraiment plus porté par nous et c'est vrai que je trouve qu'on a quand même bien réussi au bout d'un an à faire que voilà, avec une newsletter mensuelle, avec des points réguliers sur nos réunions d'équipe, sur les fameux team day dont je parlais où il y a on peut voilà aussi avoir une prise de parole en tant que co-show sur certains sujets. Et bien au fur et à mesure ça a fait un peu son effet et donc de plus en plus identifié, ça a permis aussi aux personnes de se sentir, je pense, à l'aise et puis aptes à proposer des sujets. Après, voilà, dans l'équipe Enactus, il y a quand même beaucoup de personnes qui ont plein d'idées et plein de choses à proposer sur le sujet du bien-être, donc on n'est pas en rade de sujet du tout. Et je pense que voilà, de plus en plus, enfin nous, on pense qu'il y a tout à gagner justement à ce que tout le monde puisse vraiment proposer des choses et se sentir à l'aise de proposer des choses sur ces sujets-là, des sujets qui nous touchent et on est super contente que ça prenne. Et en termes d'action sur la qualité de vie au travail, est-ce que du coup, à cause de cette crise, il y a des choses que vous n'avez pas pu mettre en place et que vous auriez voulu, peut-être? Ou alors des choses que vous avez faites et qui ont justement super bien fonctionné grâce au digital? Dans les choses qu'on voulait mettre en place, en fait, on avait commencé l'année d'avant à faire un peu plus de team building. En fait, on en avait fait un en équipe. Il faut bien commencer quelque part où on s'était vraiment fait un temps en équipe en fin d'année où on avait fait comment ça s'appelle? Un escape game. Un escape game en équipe.
Donc, c'était super. Et en fait, on s'était dit, bah, faut le réitérer parce que c'est génial. Ça permet vraiment de renforcer les liens. Et puis, on s'était quand même bien marré, il faut le dire. Donc, du coup, on s'est dit, bah, il faut qu'on continue. Et c'est vrai que avec la crise sanitaire, on n'a pas pu en refaire. Et en fait, là, au mois de novembre, on a eu des discussions en interne avec d'autres collaborateurs où on s'est dit, mais en fait, si, il faut qu'on en fasse un coûte que coûte. Voilà, on a eu des temps collectifs quand même, mais un vrai temps de team building dédié à ça, une demi-journée ou une journée vraiment focus team building et que ça, on n'en a pas refait. Donc ça, c'était... Et voilà, vous on sentiez a que hâte de c'était pouvoir un vrai besoin. En fait, les gens avaient besoin de se retrouver aussi, j'imagine. C'est ça, on vous avait remonté ce besoin de continuer à créer des liens les uns avec les autres? Oui, et puis surtout en présentiel. Ouais. Il y a une chose qu'on a, quand le premier confinement est arrivé, ce qu'on a beaucoup fait, et d'ailleurs aussi avec l'équipe qui avait envie de s'investir dans des sujets. Il y a eu pas mal de temps qui ont été proposés en ligne. Donc il y a eu des cours de sport avec une de nos collègues, des cours de yoga. Il y a même eu sur le deuxième confinement en digital un cours de dessin avec voilà des idées pour apprendre à dessiner. Enfin il y a eu des choses qui ont été proposées. Mais c'est vrai que ce qui est pas mal ressorti, c'est que c'est bien le digital et que oui, ça a fait du bien. Il y a les personnes qui participaient à ces temps, ça leur faisait du bien aussi, mais ça remplace pas les temps de team building présentiel. Mmh. Et oui, voilà, depuis bientôt 1 an qu'on est dans des configurations de travail assez différentes d'avant et assez éloignées, très peu ensemble. On sent en fait un vrai besoin Mmh. de se retrouver en physique et de pas forcément que parler travail, mais aussi de renouer nos liens et de notre connexion avec les autres membres de l'équipe. Mmh. Et est-ce que votre vision de la qualité de vie au travail, elle a changé depuis? Est-ce qu'elle a évolué? Est-ce que c'est quoi d'ailleurs pour vous les ingrédients d'une bonne qualité de vie au travail? En ces temps de télétravail, de travail à distance, de perte de lien un petit peu, si vous pouviez définir la qualité de vie au travail, pour vous, ce serait quoi? Euh, c'est une très bonne question. Bah, moi, je mettrais plusieurs choses derrière, notamment le droit à la déconnexion, euh, ouais, notamment le droit à la déconnexion, essayer de trouver un équilibre vie pro, vie perso, avoir des temps d'écoute et de partage, voilà, pour aussi permettre de s'exprimer en fait quand ça va et quand ça va pas. Euh, et effectivement, ouais, c'est assez complexe comme question. Ouais, et c'est très, très subjectif aussi. Sarah, tout à l'heure, toi, tu parlais de plaisir aussi au travail. J'imagine que chez Enactus, prendre du plaisir, dans ce qu'on fait, c'est important aussi? Ouais. C'est super important, c'est vraiment important et je trouve, bah, d'autant plus, depuis 1 an où il y a quand même beaucoup d'activités qui ont été, réadaptées, Mmh. des fois à la dernière minute et puis voilà, on n'a pas forcément pu faire, tout ce qu'on avait, pensé faire ou en tout cas pas de la manière dont on avait pensé les faire. Alors il y a toujours des apprentissages et des belles découvertes aussi, mais c'est vrai que c'est pas évident. Donc le plaisir au travail, c'est pour moi un élément hyper important de la qualité de vie au travail. Par rapport à ce que disait Salomé, je pense qu'il y a vraiment, pour moi, dans la qualité de vie au travail, ça doit vraiment être une démarche qui est portée par l'organisation et qui est soutenue par la direction, voire aussi impulsée par elle. Mmh. Et, euh, et en fait, je pense que le côté adaptation en fait aux différents modes de travail, aux différentes personnes, sensibilités, personnalités qui sont dans l'organisation, c'est cette capacité d'écoute et de partage dont parlait Salomé et d'adaptation et d'adapter ces modes de process aux personnes qui font en fait l'organisation, puisque sans elles, il y aurait pas d'organisation du tout. Mmh. Bah, c'est vraiment un élément pour moi clé de cette qualité de vie au travail. Et puis je pense que tout ce qui est aussi sujet plus large, type voilà, accès à la formation,
à se sentir libre de pouvoir proposer des choses, le droit à l'erreur, et puis et forcément aussi tous ces aspects autour de comment est-ce que je suis intégrée, accueillie dans mon organisation et comment est-ce que je prends ces valeurs pour moi et je les fais vivre aussi au quotidien. C'est des sujets, ça fait beaucoup d'ingrédients pour une qualité de vie au travail. Mais... Non, mais ils sont tous importants, oui, complètement. Ouais, et j'en rajouterais un dont on ne parle pas souvent, mais c'est aussi avoir le droit de prendre des temps informels, ce qu'on fait beaucoup en présentiel, en fait, on ne s'en rend pas compte, mais prendre un café avec un collègue, aller se faire une balade le midi, on les fait souvent, en fait, et ça fait aussi partie de la qualité de vie au travail. Et comment on fait quand on est à distance pour garder ces temps-là? Et nous, je sais que chez Enactus, en fait, on se les prend ces temps, c'est-à-dire que si on en a envie, on peut appeler un collègue, se faire une petite visio pendant une pause, prendre un café le matin, et en fait, on essaye au max de les garder, et sans se les imposer non plus, parce que ça servirait pas à grand-chose, mais voilà, de se les garder pour à la fois garder du lien et à la fois, en fait, garder aussi cette qualité de vie au travail qu'on a en présentiel, et dont on ne se rend même pas forcément compte. Et en fait, on s'en rend beaucoup compte qu'on ne l'a plus Et ouais, c'est ça. quand on est en télétravail. Ouais, c'est souvent quand on perd quelque chose de toute façon qu'on se rend compte que finalement c'était plutôt chouette de l'avoir. Oui, complètement. Est-ce que sur vos activités en tant que coach Chief Happiness Officer, il y a des choses qui arrivent, vous vous êtes prévu un agenda sur 2021 là pour rattraper un petit peu peut-être tout ce que vous n'auriez pas pu faire en 2020 ou où est-ce que vous en êtes aujourd'hui de ce sujet de la qualité de vie au travail? On n'a pas vraiment encore fixé d'agenda pour 2021. Je pense qu'on s'est dit que tant que cette période de crise n'était pas forcément encore tout à fait passée, on préférait ne pas avoir de déception à trop prévoir de choses qu'on ne pouvait pas finalement faire. Je pense que pour l'instant, on s'adapte aussi pas mal au mois par mois, et puis on se projette mois par mois sur nos prochaines actions, même si ça ne nous empêche pas aussi de réfléchir déjà un peu à notre bilan de l'année, et à voir ce qu'on va pouvoir tirer au fur et à mesure, parce qu'on a toujours plein d'apprentissages suite à toutes nos actions. Donc c'est toujours quelque chose qu'on a en tête, mais en termes de prévision de choses, je pense qu'on est plutôt sur de quoi l'équipe a besoin maintenant, de quoi elle va avoir besoin le mois suivant. Et puis on verra après ce qui se passe dans nos vies pandémiées. Puis vous mais en tout cas, pour continuez l'instant, avec les newsletters, avec les rendez-vous un peu informels, j'imagine, en visio, vous continuez tout ça. Ouais, et puis alors, par contre, on a des envies, par exemple, les ateliers dont on te parlait tout à l'heure, qu'on met en place tous les mois. On a eu des retours de l'équipe en disant ça serait super intéressant de faire intervenir des gens externes sur le sujet aussi pour qu'ils nous donnent leur point de vue. Et donc ça, c'est une envie qu'on a, enfin voilà, c'est une envie pour 2021 de faire intervenir des personnes extérieures sur ces sujets. Alors lesquels, on ne sait pas encore, on les définit un peu mois par mois et ça sera dans la bonne humeur comme d'habitude, mais ça, c'est une envie forte pour 2021. Et puis de toujours continuer de se former et de s'informer sur ce qui se passe aussi chez les autres en termes de bien-être. On a participé au mois de mai dernier à un événement où justement il y a plein d'organisations qui ont partagé des choses qu'ils faisaient, et c'est vrai qu'on en a repris une où en fait ils ont fait un secret story en interne, et on a trouvé ça génial, et du coup on l'a mis en place. Donc en fait c'est continuer de tester ça aussi en interne quand on trouve que c'est des idées excellentes, parce que sans copier, le faire à notre sauce bien sûr, mais en fait c'est d'innover et de faire des nouvelles choses un peu comme ça, je pense, pour le bien-être de l'équipe et tout en le faisant de manière collaborative, quoi. De toute votre expérience en tant que Chief Happiness Officer, est-ce que vous avez vécu des galères aussi? Parce que bon, on travaille dans l'épanouissement, on parle beaucoup de positif, voir le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. Mais bon, c'est pas un long fleuve tranquille, ce sujet de la qualité de vie au travail. Est-ce qu'il y a peut-être des galères ou des choses un peu compliquées que vous avez traversées et pour lesquelles vous avez su vous relever derrière? Je sais pas si c'est pas vraiment une galère. C'est que depuis 1 an, en fait, on a aussi vécu chez Enactus un changement de direction. Et pour le sujet, pour tous les sujets, mais aussi pour le sujet du bien-être au travail, moi c'était plutôt une appréhension que j'ai eue au moment de
ce changement de direction, et je pense que Salomé l'a partagé aussi, c'est est-ce que voilà, notre nouvelle direction sera aussi comme l'ancienne, assez sensible à ce sujet du bien-être, continuer voilà, à nous soutenir. Et forcément, avant de rencontrer notre nouvelle directrice générale, on se posait beaucoup de questions par rapport à ça, voilà, par rapport à la continuité de la démarche avec une nouvelle direction. Et il se trouve qu'on a une nouvelle fois beaucoup de chance, et puis notre ancien DG a très bien choisi sa suite, puisque notre nouvelle directrice générale est aussi sensible au sujet du bien-être et nous soutient toujours autant dans la démarche. Donc c'est très vite passé, mais je pense que c'est voilà une appréhension qu'on a eue depuis l'épisode précédent. Il y a eu ce changement qui nous a fait poser des questions, et c'est vrai que le soutien de la direction est tellement important quand on met en place des choses sur le bien-être que voilà, c'était un vrai soulagement aussi pour nous de voir qu'on pouvait continuer et d'avoir une nouvelle sensibilité aussi sur de nouveaux sujets. C'était très enrichissant. Est-ce qu'il y a Oui, pardon, vas-y, Salomé. Pardon. Une autre galère, je sais, en tout cas, un gros apprentissage qu'on a eu, c'est pendant le premier confinement, comme disait Sarah tout à l'heure, on a mis beaucoup de choses en place, des cours de sport, des cours de yoga, des cafés virtuels, etc. Et en fait, en fin de confinement, j'allais dire en fin d'année, mais non, en fin de confinement, on a fait un bilan avec l'équipe en disant qu'est-ce que vous en avez pensé, qu'est-ce qu'on garde pas, etc. Et on a eu des retours partagés en fait entre les personnes qui disaient moi ça m'est vachement utile, d'autres qui nous disaient ouais, mais moi j'ai l'impression que c'est des temps obligatoires et du coup au vu de ma charge je peux pas y aller, donc comment je fais? Et puis d'autres qui disaient moi il y a trop de choses, je sais plus quoi choisir. Et en fait d'avoir ces retours-là, c'était vachement constructeur, parce que on s'est dit en fait on était tellement dans le feu de l'action, en train de se dire on est tous loin, faut qu'on garde la connexion, faut qu'on soit tous ensemble, faut qu'on fasse des choses, qu'on continue la dynamique d'équipe, que finalement on en a peut-être trop fait. Et en fait du coup on a réadapté ça pour septembre. Après on a laissé les vacances d'été se passer, et puis on a réadapté en septembre en proposant moins de choses, mais tout aussi qualitatives, et en laissant la liberté d'organiser d'autres choses si il y avait d'autres envies dans l'équipe. Mais ça a été un gros apprentissage, de se dire faut peut-être pas trop en faire non plus, quoi. De trouver un juste équilibre entre le faire pour que tout le monde soit bien et le trop faire pour que tout le monde soit bien. Voilà. Ouais. Et justement, en parlant de faire, je pense qu'il y a une question que beaucoup se posent, et notamment les personnes qui ont déjà une fonction principale, mais qui ont envie aussi de développer l'axe CHO, qualité de vie au travail, etc. Comment toutes les deux vous faites pour gérer votre temps entre vos fonctions principales? Donc, je le rappelle, Salomé, toi, tu es sur le côté communication, Sarah, toi, sur le côté plus partenariat événementiel. Comment vous gérez votre agenda au quotidien? Très bonne question. C'est la question la plus dure qu'on ait eue jusqu'ici, je pense. Ah oui. Vous avez vous-même pas encore trouvé de réponse, c'est ça? La gestion de l'agenda, c'est une vraie problématique, une vraie galère qu'on a. C'est sûr que voilà, on a déjà des postes prenants avec Salomé, donc il faut adapter des choses. Après, moi, je sais qu'au début, j'en avais parlé donc avec ma manager. Je lui avais dit que j'avais cette envie de bosser sur ces sujets-là, et comme je me suis vraiment sentie soutenue à ce moment-là aussi dans la poursuite de cette envie de faire des choses sur le bien-être, et bien maintenant c'est vraiment rentrer dans mon agenda, d'arriver à me caler des temps pour travailler sur le bien-être. Avec Salomé, on se fait une réunion tous les mois où on parle justement de tous ces sujets bien-être, et on se projette sur le mois à venir. On fait le planning de la newsletter, on fait le planning de l'atelier, on se répartit les rôles. Et donc cette réunion-là, on l'avait pas l'année dernière, et on l'a un peu plus calé cette année-là, et donc ça nous aide aussi à nous projeter, à nous dire ok, voilà la charge de travail sur le mois, et donc à pouvoir l'infuser dans nos agendas. Ouais. Mais c'est forcément compliqué, on ne va pas se mentir. Après voilà, quand on a l'envie de le faire, et on trouve du temps pour, et surtout quand on a des retours de l'équipe positifs, qui nous disent que voilà, ils ont particulièrement apprécié tel article de la C'est beau c'est chaud, tel atelier sur tel sujet, et qui nous disent que ça les a aidés, voilà, on se dit ça valait le coup de faire un peu de gymnastique d'agenda.
Ouais, je rejoins totalement Sarah, c'est vraiment de la gymnastique d'agenda. Et après, c'est aussi intégré dans l'organisation, c'est-à-dire que quand on regarde l'organigramme chez Enactus, il y a une partie sur le bien-être et on est noté. Donc en soi, ça fait partie de nos missions aussi. Donc c'est vraiment un co-poste en plus d'être cocho. Ah On oui, a c'est des intéressant. co-postes. C'est pleinement intégré dans la stratégie, en Ouais. fait. Ouais, ça, Ouais, c'est c'est vraiment intéressant. pleinement intégré dans la stratégie. Et donc, en fait, qu'on se garde du temps dans notre agenda sur ces sujets-là, en fait, c'est normal. C'est quelque chose de normal vu que c'est intégré dans la stratégie. Donc, ça aide beaucoup aussi si on a. Bon, alors, c'est pas le cas aujourd'hui, mais si demain, on nous demande de justifier notre semaine et pourquoi on a gardé X temps sur le bien-être, en fait, c'est noté dans l'organigramme comme quoi on est sur le bien-être D'accord. dans Ouais, le c'est plan de génial. développement de l'entreprise. Donc, en soi, c'est vraiment pleinement intégré. Donc, tout le monde en a conscience. Donc voilà, c'est de se caler des temps là-dessus. Et ouais, après, c'est aussi le moment de plaisir. Enfin, moi, je sais que voilà, quand j'ai beaucoup de boulot, j'arrive pas trop à sortir la tête de l'eau sur d'autres sujets, en fait, me pencher sur les sujets du bien-être, écrire la newsletter, on y met aussi nos personnalités avec Sarah. On a même des retours comme quoi ils savent en fait qui a écrit quel article parce qu'ils le voient à l'écriture. Donc, Ah oui, c'est ils chouette reconnaissent votre aussi. patte. Ouais, et du coup, c'est aussi des moments de détente et de plaisir. Et Mm. comme disait Sarah tout à l'heure, c'est important de se prendre du plaisir dans son travail. Et sur ces sujets-là, ça nous en donne. Donc, en fait, autant en garder aussi sur des sujets en parallèle de notre travail qui nous fait aussi plaisir, mais sur d'autres sujets. Et vous mesurez vos actions? Est-ce que vous avez mis en place des indicateurs de réussite? Et comment ça se passe en termes de... Parce qu'on parle beaucoup aussi du retour sur investissement des actions de qualité de vie au travail. Est-ce que vous le mesurez ou pas? Ou vous voyez un peu si ça prend peut-être en pourcentage de participation des événements, des choses comme ça? C'est vraiment une réflexion qu'on a en cours, qu'on a en cours depuis le début, Ouais. depuis qu'on s'est lancé et qu'on améliore aussi au fur et à mesure. Pour l'instant, on a des indicateurs assez, on avait des indicateurs assez chiffrés, c'est-à-dire voilà, taux d'ouverture de la newsletter, Ouais. taux de clics, et puis là, on a avec les ateliers, voilà, combien de personnes viennent. Et on a commencé à récupérer aussi un peu de qualitatif, donc on récupère aussi voilà un peu des verbatims sur les retours qui nous sont faits par rapport à la newsletter et ce que les gens en pensent. Et suite aux ateliers, on fait un tout petit formulaire de satisfaction qu'on envoie aux personnes qui ont participé, vraiment très simple avec 4 questions, mais c'est voilà, est-ce que vous avez apprécié, en anonyme, hein, pour que les personnes puissent se sentir libres de nous dire, mais est-ce que vous avez apprécié votre participation à ce temps? Est-ce que vous avez appris des choses? Qu'est-ce que vous allez mettre en place suite voilà, à vos apprentissages sur la gestion de l'échec, par exemple? Ouais, c'est chouette. Et donc, comme ça, on récupère aussi un peu de qualitatif. Ouais, Mais c'est c'est intéressant. Et complètement une démarche en cours. ouais, et pour avoir les idées justement d'ateliers à proposer, de sujets abordés au cours de la newsletter, est-ce que, il y a une espèce de routine où parfois vous interrogez aussi les salariés peut-être à travers, je sais pas, d'un questionnaire où vous leur demandez ce dont ils ont besoin ou c'est eux qui vous le remontent spontanément? Ils nous le remontent assez spontanément. Là, par exemple, on a eu une demande il y a quelques jours sur voilà, comment gérer une insomnie, des insomnies à répétition par rapport à sa vie pro aussi. Et en fait, c'est un sujet qu'on n'avait pas du tout imaginé avec Sarah et on trouve ça super chouette de l'aborder. Donc voilà, ce matin même, on a construit un peu le programme pour que ça rentre dedans et d'impliquer cette personne à le faire avec nous. Je te le dis, elle n'est même pas au courant encore, donc voilà. Mais non, c'est plus eux qui nous remontent. Et après, on a aussi des idées pour mettre en avant l'équipe. Par exemple, notre manager avec Sarah, elle a fêté là, il y a quelques mois ses 9 ans dans l'entreprise, ce qui est plutôt rare de nos jours d'avoir une personne qui reste 9 ans. Et en fait, voilà, on a envie aussi de lui poser quelques questions sur qu'est-ce qui lui donne envie de rester au quotidien, comment elle voit son travail aujourd'hui par rapport à sa vision d'il y a 9 ans, etc. Et on trouve ça chouette aussi de mettre en avant les personnes de l'entreprise qui font l'entreprise et qui font les valeurs de l'entreprise en fait en avant aussi. Donc, on fait un peu des deux. Ouais, c'est Oui, et chouette. puis globalement aussi, je pense qu'on est aussi pas mal à l'écoute sur nos outils de messagerie interne. On est tous sur un Slack.
Et dans ce Slack-là, on a des chaînes dédiées voilà, à des bonnes pratiques, à des partages un peu de veille, de choses et d'autres. Et on peut aussi, voilà, avec Salomé, rebondir quand on voit des sujets passer ou des personnes qui partagent des articles sur des sujets qui les ont intéressés, se dire que voilà, ça peut aussi nourrir complètement une prochaine C'est beau, c'est chaud. Et c'est en fonction de ce qui est partagé aussi par l'équipe dans des moments, voilà, pas dans une chaîne dédiée au bien-être, mais on reste attentive aussi aux signaux qu'on peut voir sur nos réseaux sociaux internes. Oui, c'est ça, c'est finalement, quand on est CHE, il faut aussi savoir lire entre les lignes quand il y a des collaborateurs qui vont parler d'un certain sujet, etc. Peut-être que derrière, il y a un besoin sous-jacent d'évoquer telle ou telle thématique. Et ouais, effectivement, c'est plutôt intéressant ce que vous partagez, et comme quoi finalement, il n'y a pas besoin, pour commencer à mettre en place des actions, de partir dans des baromètres, des questionnaires super lourds et très réguliers. On peut faire les choses tout à fait simplement en ayant juste un petit peu l'oreille ouverte et en étant curieux de ce qui se passe autour de soi, quoi. Oui, et puis en plus, on a même plutôt l'expérience inverse, entre guillemets, par rapport à cette idée de questionnaire. C'est-à-dire qu'au début, quand on a repris la démarche, ce qui était mis en place beaucoup chez Enactus, c'était un questionnaire sur, voilà, anonyme de la même façon, mais sur comment on se sentait, les énergies positives, négatives qu'on avait ressenties. Il y avait beaucoup de questions, voilà, sur un peu la météo interne de la personne, et c'était analysé en fin d'année pour un peu voir des grandes tendances, on va dire, en fonction des mois, des périodes, etc. Ouais. Et finalement, en fait, il y a des personnes qui sont pas très réceptives justement à ce côté un peu déshumanisé entre guillemets, le questionnaire, le côté voilà, je parle de mes problèmes, même en anonyme en fait, je parle de mes problèmes, ça peut ne pas plaire à tout le monde. Et en fait, finalement, on a eu plutôt nous, on a plutôt supprimé le questionnaire Ouais, parce d'accord. qu'on Ouais, s'était c'est rendu intéressant. compte en parlant avec justement l'équipe que c'était pas forcément adapté à l'état de l'équipe actuelle et que c'était pas un outil qui était très utilisé en fait, et que même limite ça rendait un peu négative l'image qu'il y avait autour du bien-être au travail parce qu'elle était prise uniquement sous ce prisme du questionnaire qui existait. Mmh. Et donc à ce moment-là, voilà, on s'est dit, ça a été une bonne idée à un moment, mais il se trouve que maintenant l'équipe a évolué et que c'est plus son besoin. Et quand on a repris ça, on a même un peu supprimé le questionnaire au début Ouais. et on a fait d'autres choses pour tester d'autres choses et voir ce qui prenait auprès de l'équipe. Donc maintenant, on remet des petits questionnaires, mais on a appris de cette expérience et donc on voit un peu plus sur comment est-ce qu'on peut aborder les sujets de façon différente aussi là-dessus. Ouais. Et Et puis, c'est hyper intéressant ce que vous partagez, parce que je me rappelle qu'à l'époque, vous aviez déjà évoqué le fait de justement être adepte du test and learn, où sans arrêt, vous étiez en train de tester de nouvelles choses et de voir si ça prenait, si ça prenait pas, et d'en tirer les enseignements. Et là, typiquement, Sarah, ce que tu partages avec le questionnaire, c'est ça, quoi. Vous avez testé, vous êtes aperçu que même si on dit que c'est bien de mettre en place un questionnaire, c'est pas forcément ce qui correspond le mieux pour les collaborateurs chez Enactus, en fait. C'est exactement ça. Ouais. Salomé, tu voulais rebondir par rapport à ça? ouais, et puis en fait, on a eu des retours comme quoi la newsletter était vraiment vue comme le moment de pause de la journée. Et il y en a même qui la gardent pour un coup de mou de Ouais. côté en attendant leur coup de mou justement et qui l'ouvrent au moment du coup de mou. Et donc en fait dans ces retours qu'on a eus, on s'est dit bon bah comment la rendre encore plus enrichissante pour les gens et au-delà des éléments liés au travail ou liés à la personne sur l'échec, sur le droit à l'erreur ou autre qu'on aborde, on a aussi à la fin une partie vraiment plus motivation et où là, on teste plein de formats différents. Donc, sur la dernière, Sarah faisait une lecture audio, on a partagé des poèmes, des citations, des visuels juste sympas, des blagues. Enfin, voilà, on teste aussi en fonction de comment les gens se sentent pour leur donner ce moment de pause dont ils ont besoin et pour aussi changer des sujets un peu parfois lourds qu'ils peuvent entendre sur le bien-être. Le bien-être, c'est aussi se marrer, écouter une jolie histoire et se faire plaisir, prendre 5 minutes pour respirer. Enfin, c'est des choses comme ça. Donc, on essaye aussi de faire des actions comme ça pour qu'ils prennent ce temps-là. Mm. Et après, il y en a qui marchent plus ou moins.
Et donc, Ouais. on les reteste. Ouais, c'est ça. Et justement, en parlant de coups de mou, Salomé, qu'est-ce qui vous remonte, le moral justement quand ça va pas et d'autant que là, bah, on a vécu beaucoup de hauts et de bas, en termes d'humeur, de ressenti, d'émotions. C'est quoi, vous, ce qui vous booste au quotidien? Bah, moi, c'est beaucoup l'équipe. Ouais. De voir l'équipe, d'être en contact avec l'équipe, ça me rebooste beaucoup. Je pense que c'est aussi pour ça on est cochot d'un côté Ouais. avec Sarah, c'est que l'équipe nous booste beaucoup. Enfin, en tout cas, pour moi. Donc, c'est vrai que là, en ce moment, l'autorisation de revenir au bureau 1 ou 2 jours par semaine pour se reconnecter en physique, moi, ça me booste énormément et à tel point que quand je suis au bureau, je suis beaucoup moins efficace que quand je suis chez moi parce que j'ai tellement envie de parler avec mes collègues, d'avoir des discussions sur plein de choses liées au travail, etc., que voilà. Mais par contre, je prends mon petit coup de boost de la journée, Ouais. de la semaine, ça fait du bien. Et puis ouais, après, c'est vrai que moi, ce qui me booste aussi, c'est de faire la news sur plein de sujets différents, y intégrer des petites blagues, comme je les aurais faites en présentiel. En fait, moi, je me fais rire toute seule à la faire des fois, donc ça me fait plaisir. Génial. Et pour toi, Sarah? Pour moi, je dirais, ce qui m'a beaucoup aidé depuis 12 mois par rapport à tout ce qu'on a vécu, c'était aussi que j'ai eu la possibilité de retourner chez ma mère à la campagne et que ça m'a bien aidé de revoir un peu de verre et de nature et d'entendre les petits oiseaux chanter. Et voilà, comme là, on a beaucoup l'opportunité aussi de faire du télétravail d'où on veut, tant qu'on peut assurer nos réunions et assurer notre travail. J'ai cette opportunité-là de pouvoir travailler à la campagne, et donc ça me ressource beaucoup. Et puis forcément, voir tous les retours et entendre tous les retours que nos collègues nous font par rapport au sujet du bien-être et par rapport à ce qu'on mène, et puis voilà, leurs retours positifs et puis constructifs aussi d'amélioration, c'est vraiment hyper boostant parce que je me dis que c'est utile Ouais. et que Mm. c'est vraiment ce qui pousse aussi à aller continuer. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite, à toutes les 2, Salomé et Sarah, dans votre rôle de coach Chief Happiness Officer sur le sujet de la qualité de vie au travail et au-delà? Eh bien, déjà qu'on arrive à inviter des personnes extérieures sur nos ateliers et que ça plaise à l'équipe. Je pense que c'est vraiment un objectif qu'on a d'ici à juillet. Donc, je pense qu'on peut nous souhaiter qu'on y arrive et surtout que ça plaise voilà, aux membres de l'équipe et que ce soit un temps utile pour eux. Ouais. Donc faire venir des intervenants extérieurs, c'est ça, pour, experts d'un sujet particulier, qui permettront, de sensibiliser les salariés, c'est ça? Mm. Oui, Ouais, sensibilisation, formation. Ouais, génial. et puis je dirais aussi continuer nos actions, la suite des actions et continuer l'innovation autour du bien-être aussi, ou réinventer ce qui existe déjà pour encore mieux faire avec l'équipe et avec leurs besoins, leurs envies toujours au centre. Et en tant que membre de l'équipe aussi, avec nos besoins et nos envies, bien évidemment, je nous inclus dedans. Mais voilà, on puisse répondre au mieux en fait à leurs besoins et envies pour la suite, peu importe la forme que ça prend. Génial, bah, c'est tout ce qu'on vous souhaite. En tout cas, moi, je trouve que vous êtes, une très belle, représentation de comment, on peut, animer concrètement la qualité de vie au travail, en mettant en valeur le collectif et le fait que vous ayez décidé à 2 de représenter ce sujet du Chief Happiness Officer et qu'en plus, ça fonctionne malgré les contraintes d'agenda et des métiers, des fonctions très, très prenantes initialement que vous avez. C'est un très joli, témoignage et j'espère que ça inspirera, tous ceux qui nous écoutent à passer à l'action. Donc déjà, merci à toutes les 2 pour ça. Peut-être pour terminer, Sarah et Salomé, si vous aviez un conseil à partager justement à ces personnes qui veulent se lancer en tant que CHO ou peu importe la terminologie sur le sujet du bien-être au travail dans leur organisation, ce serait quoi? Eh bien, comme tu dis, justement, nous, on est 2.
et ça nous aide énormément au quotidien pour porter ces sujets du bien-être. Et je pense que ce serait très différent si on était toute seule à porter ça. Donc moi, je pense qu'un de mes conseils, ce serait vraiment de s'entourer, de trouver des collègues qui ont cette sensibilité aussi et de lancer quelque chose en collectif et de pas hésiter à faire des petits pas. Et qu'on n'a pas besoin de mettre en place un truc hyper élaboré avec questionnaire d'impact, etc. Mais que des petites actions au jour le jour, ça peut déjà, c'est déjà un premier pas. Ce serait mon conseil. Salomé? J'allais dire le même, Sarah. C'est vraiment la dynamique collective, intégrer l'équipe et se trouver un acolyte ou une acolyte pour explorer ça ensemble, ça aide énormément et ça motive et on s'entraide. Quand tu parlais de galère d'agenda, Julie, en fait, quand on a une trop grosse galère d'agenda, l'autre est là aussi pour soutenir et pour dire, OK, t'inquiète, je prends le truc en main ce mois-ci et puis on réagence ça à un autre moment. Donc, en fait, le faire à deux, c'est la plus... Enfin, moi, je me serais pas vue le faire toute seule et donc c'est un vrai plus. Ouais. C'est important effectivement de s'entourer et de savoir qu'on peut se reposer aussi dans les moments où peut-être l'une ou l'autre a des moments de coup bas aussi, de savoir qu'on peut compter sur d'autres personnes que soi-même. Ouais, c'est super important. Eh bien, écoutez, Salomé et Sarah, en tout cas, merci beaucoup pour votre beau témoignage. On sent de toute façon que vous êtes sur la même longueur d'onde et qu'il y a une belle complicité, une belle énergie sur le sujet de la qualité de vie au travail. Et effectivement, pour ceux qui nous écoutent, si vous avez envie de vous lancer, mais peut-être que vous vous sentez un peu frileux ou pas tout à fait légitime sur ce sujet, de le faire à 2, à 3, de créer carrément une équipe sur ce sujet de la qualité de vie au travail, c'est plutôt une bonne idée pour que la démarche soit assez dynamique et surtout soit dure sur le long terme, quoi. Donc écoutez, moi, je vous souhaite en tout cas plein de réussite et qui sait, peut-être que je reviendrai dans 1 an ou 2 pour vous réinterroger sur ce qui s'est passé chez Enactus et voir aussi un petit peu comment ça a évolué. Mais je vous souhaite le meilleur et de continuer à faire infuser comme ça ce sujet du bien-être au travail au sein de l'équipe. C'est assez super. Merci beaucoup, Sarah et Salomé. Merci, Julie. Merci, Julie. Et pour ceux qui nous écoutent, merci d'être restés jusqu'au bout. Je vous dis un grand merci pour votre écoute et à très bientôt. D'ici là, prenez soin de vous. D'ici qu'on se retrouve pour un prochain épisode. Salut! Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. 1000 merci d'avoir écouté jusque-là. Une dernière petite chose avant de nous quitter. Si le podcast vous plaît, je vous invite à m'écrire un petit commentaire ou à me mettre 5 étoiles sur iTunes. Ça me fera très plaisir et c'est le plus simple pour m'aider à faire connaître le podcast et permettre à d'autres de le découvrir plus facilement. Si vous souhaitez me contacter, me poser des questions ou bien m'envoyer vos feedbacks, je serai ravie de vous lire et de vous répondre. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur mon compte LinkedIn à Julie Artis ou sur Instagram avec le pseudo Génération CHO. Un grand merci pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.